Sur un vol de Paris à Jeddah, N'Golo Kanté, l'étoile discrète du football avec son sac à dos usé, entre dans la cabine de première classe où il devient involontairement la cible des moqueries de Pierre Leclerc, un millionnaire français arrogant profitant de vacances luxueuses. De l'aéroport Charles de Gaulle aux cieux arabes, les insultes acerbes de Pierre résonnent, mais le calme de Kanté dissimule une force insoupçonnée. Que va-t-il se passer ensuite ? Kanté restera-t-il impassible jusqu'à la dernière minute ou réagira-t-il d'une manière ou d'une autre ? Suivez avec nous les détails de cette histoire dans les lignes qui suivent. L'aéroport Charles de Gaulle à Paris, un après-midi de printemps en mars, bourdonne comme une petite ville au cœur de la France. Le bruit des valises roulant sur le sol en marbre se mêle aux annonces diffusées en français et en anglais, créant une symphonie chaotique mais vibrante de vie. La lumière pâle du soleil traverse les immenses vitres du terminal 2E, éclairant la foule pressée. Des hommes d'affaires, en costumes impeccables, des familles traînant des enfants bavards et des touristes au regard curieux d'exploration. L'odeur des croissants fraîchement cuits des cafés se mélange aux parfums coûteux, formant une atmosphère typique de luxe et d'agitation. Au milieu de tout cela, dans la zone d'embarquement du vol Air France AF432 à destination de Jeddah, N'Golo Kanté attend silencieusement dans la file de la première classe, si discret qu'il passe presque inaperçu dans la foule. N'Golo Kanté, le footballeur mondialement connu, ne ressemble aujourd'hui qu'à un homme ordinaire. Il porte un t-shirt gris légèrement délavé, un jean déchiré aux genoux, marque des jours passés à courir sans relâche, et une vieille paire de baskets qu'il affectionne depuis ses débuts sur les petits de terrain de la banlieue parisienne. Sur son épaule, un sac à dos en toile simple, effiloché par endroits comme un fidèle compagnon de ses jours difficiles jusqu'à ses sommets de gloire. Son club lui a offert ce billet en première classe en guise de récompense, mais pour Kanté, ce n'est pas un sujet de vantardise. Il se tient là, ses yeux bruns profonds, observant autour de lui avec une rare sérénité, les épaules légèrement voûtées, comme s'il ne voulait pas empiéter sur l'espace des autres. À quelques pas de lui, dans la file d'attente se trouve Pierre Leclerc, un millionnaire français en route pour des vacances somptueuses à Jeddah. Pierre, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe allant de Paris à Cannes, est un homme habitué aux projecteurs et à la soumission des autres. Il porte un costume bleu marine taillé sur mesure, des chaussures italiennes en cuir brillant reflétant la lumière et un foulard en soie rouge dépassant de sa poche comme une déclaration de richesse. À son poignet, une montre Patek Philippe scintille, émettant un léger tic-tac à chaque mouvement, comme pour rappeler sa valeur à tous. Ses cheveux poivre et sel sont soigneusement coiffés en arrière, imprégnés du parfum Creed Aventus, une fragrance coûteuse dont il est fier. Pierre se tient là, ses yeux bleu pâle balayant la foule avec une arrogance non dissimulée, comme si le monde entier n'était qu'une scène pour son éclat. Lorsque le regard de Pierre s'arrête sur Kanté, il fronce les sourcils, ses lèvres fines se pinçant en une ligne droite. Kanté, qui ajuste ses lacets, lève les yeux et croise ce regard par hasard. Il esquisse un léger sourire et incline la tête en guise de salut, un geste simple mais sincère. Mais Pierre ne répond pas. Au lieu de cela, il émet un petit grognement, sa voix grave teintée de sarcasme résonnant au milieu de la foule. La première classe est devenue si banale, n'importe qui peut s'y faufiler, même ceux qui ont l'air de ramasser des bouteilles dans la rue. Ces mots tranchent l'air comme un couteau aiguisé. Quelques personnes dans la file se retournent, mais personne n'ose intervenir. Kanté se redresse, ses yeux toujours calmes. « Bonjour monsieur », dit-il doucement, sa voix aussi légère qu'une brise. « Je veux juste prendre ce vol. J'espère que vous passerez un bon voyage. » Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il fait un pas en avant, se rapprochant de Kanté, et poursuit sur un ton méprisant. « Un bon voyage ?» Avec cette odeur de sueur et ses chaussures en lambeaux, je ne comprends pas comment il laisse des gens comme vous en première classe. Ce n'est pas un endroit pour ceux qui ne savent pas où est leur place. Les haut-parleurs annoncent l'embarquement des passagers de première classe. La file commence à avancer, mais Pierre ne quitte pas Kanté des yeux. Il marche à ses côtés, continuant ses railleries. « Qu'est-ce que vous faites pour vous payer la première classe ? Livreur de journaux ? Ramasseur de poubelles ou à Montmartre ? Je parie que vous vous êtes faufilé ici d'une manière ou d'une autre parce qu'il est impossible que vous apparteniez à cet endroit. » Kanté ne répond pas immédiatement. Il avance à un rythme posé, les mains dans les poches, le regard fixé sur la porte d'embarquement comme s'il n'entendait pas les insultes. Mais son silence ne fait qu'encourager Pierre. Muet, hein ? Trop gêné pour parler sans doute,
ricane-t-il, son rire sec résonnant dans le couloir menant à l'avion. Lorsqu'ils entrent dans la cabine de première classe, l'atmosphère change radicalement. Des rideaux de soie crème séparent la cabine du reste de l'avion. Une lumière dorée douce émane de lustres élégants suspendus et une légère odeur de bois de santal se mêle à l'air luxueux. Les sièges, recouverts de cuir moelleux, sont équipés d'écrans individuels et de plateaux en bois de noyer brillant. Kanté trouve son siège, le 4A, près du hublot, et s'assied, posant son sac à dos au sol avec un geste délicat. Pierre, surpris de découvrir que son siège, le 4B, est juste à côté de celui de Kanté, s'arrête une seconde avant de s'installer. « On se moque de moi ou quoi ?» marmonne-t-il en secouant la tête. « Parmi des milliers de places, il faut que je sois assis à côté de lui. » L'avion décolle, le ronronnement discret des moteurs se mêlant au silence tendu de la cabine. Pierre croise les bras, jetant un regard glacial à Kanté. « Alors, vous avez réussi à monter ici ?» dit-il, la voix chargée de sarcasme. « Mais ne pensez pas qu'être en première classe vous donne de la classe. Regardez-vous, on dirait un ouvrier égaré dans un gala royal. » Kanté se tourne vers lui, ses yeux bruns profonds empreints d'une patience inhabituelle. « Je joue au football, répond-il simplement. Mon club m'a offert ce billet. Je veux juste aller à Jeddah pour me reposer. » Pierre éclate d'un rire sonore qui résonne, attirant l'attention de quelques passagers à proximité. « Du football ? Vous ? Un joueur qui ressemble à un gars qui courait pieds nus sur un terrain de village, peut-être ? Ne me faites pas rire. Je parie que vous n'avez jamais mis les pieds dans un vrai stade, encore moins joué en professionnel. » Il se penche vers Kanté, sa voix ne masquant plus son mépris. « Vous devriez descendre en classe économique, c'est plus votre place. Ici, c'est pour des gens comme moi, ceux qui ont bâti quelque chose dans leur vie. » Kanté ne réagit pas avec la véhémence que Pierre espérait. Il se contente de regarder par le hublot où des nuages blancs cotonneux défilent sous la lumière déclinante du coucher de soleil. Son calme semble irriter Pierre encore davantage. Ce dernier poursuit son attaque. « Regardez-moi ce sac à dos minable. Je parie que vous n'avez jamais tenu un verre de vin convenable de votre vie. Vous êtes ici juste pour salir l'image de la première classe. » Une hôtesse passe à ce moment-là, s'arrêtant brièvement en entendant le ton de Pierre, mais elle n'intervient pas et se contente de lancer un regard discret à Kanté. L'atmosphère dans la cabine devient pesante. Un homme âgé en costume gris, assis derrière eux, secoue légèrement la tête, ses yeux trahissant une désapprobation. Un jeune couple près de l'allée murmure entre eux, leur regard laissant transparaître une pointe d'agacement envers Pierre. Mais Kanté n'a besoin de personne pour le défendre. Il se tourne vers Pierre, sa voix toujours aussi posée qu'au début. « Je n'ai pas besoin de vin pour me sentir bien, dit-il. La santé et la paix me suffisent. Pour moi, c'est assez. » Pierre esquisse un rictus, son sourire moqueur révélant son irritation. « La paix, on dirait les paroles d'un perdant. Dans ce monde, si vous n'avez ni argent ni pouvoir, vous n'êtes rien. Regardez-moi, j'ai des hôtels, des villas, des voitures. Et vous, qu'est-ce que vous avez, à part cette apparence misérable ?» Il croise les bras, fixant Kanté avec une satisfaction arrogante, comme s'il avait gagné une bataille invisible. Kanté reste silencieux un moment, ses mains posées légèrement sur ses cuisses, les yeux baissés sur ses vieilles baskets. Puis, il relève la tête, sa voix grave et chaleureuse. « J'ai une famille, des amis et des gens qui croient en moi, dit-il. Je n'ai pas besoin de me vanter pour savoir qui je suis. Vous pensez peut-être que je n'ai pas ma place ici, mais je crois que chacun a sa propre valeur, pas à cause de ce qu'il porte ou possède. » Les mots de Kanté, doux mais tranchants, perçant l'arrogance de Pierre comme une lame. Ce dernier se tait un instant, ses mains serrant les accoudoirs, mais il reprend vite son ton méprisant. « De la valeur ? Ne me faites pas la leçon, petit. J'ai assez vécu pour savoir que ce monde ne respecte que l'argent et le pouvoir. Vous êtes ici, mais vous n'appartenez pas à cet endroit. Vous n'êtes qu'un chanceux égaré. » Le vol se poursuit dans une tension sourde. Les hôtesses apportent des plateaux de repas raffinés, du bœuf bourguignon parfumé, une purée de pommes de terre onctueuses et des macarons délicats, des plats français imprégnés du luxe de la première classe. Pierre commande un verre de vin rouge coûteux, le sirotant avec affectation, tandis que Kanté se contente d'une portion de riz simple et d'un verre d'eau. « Vous voyez ?» lance à nouveau Pierre, la voix pleine de raillerie. « Même pour manger, vous ne savez pas profiter. En première classe et vous mangez comme un mendiant. Quelle honte !» Mais cette fois, une autre voix s'élève. L'homme âgé assis derrière eux se lève et s'approche du siège de Pierre. Il le fixe d'un regard sévère, sa voix grave et autoritaire teintée d'un accent français marqué. «
Ça suffit, dit-il. Il n'a rien fait pour mériter vos insultes. Pensez-vous que l'argent vous donne le droit d'abaisser les autres? Regardez-vous un peu.